Bonjour. Donc du coup, moi je suis patiente considérée experte. J'interviens en fait sur mon temps libre dans plusieurs groupes, notamment le groupe sur Facebook d'ACS, donc Spondibook, voilà, où j'apporte un petit peu des réponses et des aides aux gens qui sont un petit peu perdus dans les démarches, parce que voilà, on nous diagnostique avec une spondylarthrite et puis derrière, on en fait quoi de tout ça? Il y a pas mal de choses à faire. On arrive dans un monde où on reçoit des courriers avec des termes, des lois, etc. C'est un petit peu complexe et c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Surtout qu'en plus, sur les réseaux sociaux, vous avez toujours quelqu'un qui va vous dire « Moi, ça s'est passé comme ça. » Oui, certes, mais toi, tu es fonctionnaire, lui, les salariés, les choses sont différentes. Voilà, il y a aussi toute une partie convention de l'entreprise qui peut intervenir dans les prises en charge, notamment dans les cas d'arrêt de travail. Donc c'est assez... faut jamais prendre en compte vraiment les expériences des autres parce que ça reste quand même chaque cas particulier et il faut quand même être très prudent quand on donne des infos sur Internet là-dessus. Voilà. Moi, je maîtrise, on va dire, la législation côté CEPAM plutôt, c'est-à-dire que les fonctionnaires, comme je le disais, ça ne marche pas pareil, donc je ne suis totalement pas compétente dessus. Pareil pour les indépendants, c'est assez particulier, même si maintenant ils sont gérés par la CEPAM. Les démarches sont différentes en termes de prise en charge pour tout ce qui est arrêt de travail et invalidité. Pour le reste, la demande il y a quand même une grosse partie commune, mais sur arrêt de travail et invalidité, moi je maîtrise les salariés, ce qui représente une bonne partie de la population, mais voilà, ça s'arrête là. Faut que j'appuie. Donc, la première chose qui va nous arriver quand on est diagnostiqué avec une spondylarthrite, c'est que souvent le médecin va demander une ALD, donc une affection de longue durée. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de services médicaux qui ne l'accordent pas de manière systématique. Parce que l'ALD, c'est la maladie certes, mais derrière, il faut qu'il y ait un traitement long et coûteux. Si vous êtes traité uniquement par anti-inflammatoire, aujourd'hui, il y a des services médicaux qui, malgré le fait que vous ayez bien la maladie, vont vous dire « je ne vous accorde pas l'ALD ». Voilà, donc ce n'est pas étonnant non plus, puisqu'il y a vraiment un critère de coût. Et quand on parle de coût, d'un point de vue sécurité sociale, c'est plusieurs centaines d'euros par mois, voilà, globalement. Donc l'ALD, elle va être demandée par votre médecin traitant. Aujourd'hui, ils peuvent le faire en ligne sur leur compte AméliPro. L'avantage pour eux, c'est que derrière, ils ont un tableau de bord et ça leur permet d'éviter d'oublier les renouvellements puisqu'ils ont des alertes comme quoi les ALD arrivent à échéance. La spondylarthrite ne fait pas partie des maladies qui sont renouvelées automatiquement. Donc c'est pareil, quand on va vous l'accorder, vous allez avoir une date de fin et il faut penser quelques mois avant à la faire renouveler si le médecin ne le fait pas lui-même. Sinon, plus de prise en charge à 100%. Et sur des biothérapies, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Le médecin, quand il reçoit la décision, il va vous remettre le protocole de soins. Le service médical, quand les demandes elles sont faites en ligne, il répond en quelques jours. Et le médecin peut tout de suite vous remettre le protocole de soins. Et là où il ne faut pas s'étonner, c'est que le service médical informe dans le même temps la CPAM. Mais sauf que la CPAM, elle a des délais de traitement différents de ceux de votre médecin. Donc parfois, il y a quelques jours de décalage. Voilà. Et il faut vraiment bien distinguer. Le service médical, c'est un organisme. Et contrairement à ce qu'on pense, la CPAM, c'est un autre organisme. Ils sont aujourd'hui, encore pour quelques mois, complètement indépendants. Il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Voilà. C'est souvent dans les mêmes bâtiments, mais pour autant, c'est bien deux organismes distincts. Au niveau des droits en ALD, donc on parle toujours d'une prise en charge à 100%, et la petite nuance, c'est que c'est 100% du tarif de sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous allez chez l'ostéopathe, 100% de 0 €, ça fera toujours 0 €. Voilà, ça ne change pas. Tout ce qui est dépassement d'honoraires aussi, pareil, ce n'est pas pris en charge. Donc il faut toujours faire attention avec les médecins chez qui vous allez. Si vous allez chez des médecins en secteur 2, ils ont parfaitement le droit de vous faire des dépassements d'honoraires, même si vous êtes en ALD. La seule chose que vous avez, c'est que par contre, pour les soins liés à l'ALD, vous n'avancez pas les frais de la part sécurité sociale, hein, toujours. Donc si vous faites des dépassements d'honoraires, il vous fera payer les dépassements. Mais voilà, vous devez avoir le tiers payant, donc on n'avance pas les frais pour les soins liés à l'ALD. Par contre, si vous y allez pour autre chose, là, vous devez avancer les frais comme tout le monde. On n'est pas exonéré non plus des franchises et participations forfaitaires. Voilà, donc même pour les soins en ALD,
Et là où c'est un petit peu embêtant aussi, c'est que du coup, quand on n'avance jamais les frais, ça s'accumule. Et un jour, vous allez recevoir un courrier de la CPAM qui va vous dire, là, on est à 75, 100, 150 € de franchise qui se sont accumulés au fil des années. Maintenant, il faudrait les payer. Voilà. Alors, c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas d'alerte. Et quand les personnes décédées, on présentait des factures de 500-600 € aux héritiers. Il y a un plafond, maintenant ils peuvent pas revenir, alors il y a un plafond, c'est 50 € pour les franchises, 50 € pour les participations forfaitaires chaque année, mais si au cours de l'année vous ne les avez pas payées, la dette elle n'est pas effacée. Et on peut cumuler jusqu'à 5 ans. Voilà. Si la CPAM elle ne réclame pas dans les 5 ans, c'est trop tard pour eux. Mais ils réclament. Non, en fait, c'est un système où, quand ils font le remboursement, ils mettent en attente la participation forfaitaire ou la franchise qui est due. Quand il y a un paiement qui doit être fait pour vous ou pour un enfant à charge, ils vont la récupérer. Et en fait, s'ils ne peuvent pas la récupérer parce qu'ils ne font jamais de remboursement, parce que vous avancez jamais les frais, ça va s'accumuler et à un certain plafond, c'est autour de 100 €. Là, ils vont faire un courrier pour dire qu'il faudrait payer. Il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen de le savoir? Non. En fait, aujourd'hui, on peut appeler la CPAM pour savoir où on en est dans son compteur éventuellement. Sur les relevés, c'est indiqué. Quand on voit son relevé de remboursement, c'est marqué remboursement de tant d'euros à tel docteur, franchise à retenir 2 €, 1 €, etc. Mais à moins de tenir ses comptes, il n'y a pas moyen de. Il n'y a pas encore de tableau de bord de suivi des franchises sur Amélie, en tout cas. Non. Alors, il y en a un compteur au sein de la CPAM, mais il n'y en a pas disponible pour le patient. Oui, bonjour. La première fois, c'est surprenant. Il y a déjà plus d'1 an que j'ai reçu la première feuille. Il n'y avait pas encore de système de paiement. Je n'arrivais pas à payer la Sécu. Oui. Donc déjà, je me suis renseigné parce que bon, c'était quand même dans mon dossier. Donc j'étais sécurisé plus ou moins, mais je n'arrivais pas à payer. J'ai eu beaucoup de mal. Là, je viens de recevoir une deuxième lettre. Là. Donc j'ai 50 €, mais je crois que je peux échelonner. Oui, on peut demander un échelonnement des paiements. Oui. Voilà. Mais c'est surprenant la première fois, c'est comme une amende. Bah, Comme dit madame, c'est une amende. En fait. C'est nouveau en fait, mais comme je disais, en fait, avant, ils ne faisaient jamais ça et vraiment les gens se retrouvaient au moment de leur décès à avoir. En plus, il n'y avait pas une histoire de 5 ans maximum, donc ça dépassait même parfois les 500 € de dette et on les réclamait aux héritiers. Voilà, donc c'est oui, votre maman elle est décédée et au passage vous nous devez 500 €. Ah ouais. Comment ? Bon, c'est leur faute, ils font pas aujourd'hui, ils le mesure, font. ouais. Aujourd'hui, ils le font. Oui, pour éviter. Alors, ils ne vont pas faire payer 2 € tous les jours aux gens parce qu'en termes de coût de traitement, au final, ça coûte plus cher que de faire payer les gens 2 €. Oui, mais une fois par an, que ça n'arrive pas au bout de 5 ans, qu'une fois par an. C'est à peu près ce qui se passe maintenant. Ah, ok, voilà, d'accord. Vous voyez, le monsieur, c'est au bout de 50 € à peu près. Oui, donc, qu'il voilà. a été alerté. Non, ça marche, il va revenir. Sur la dernière lettre, j'avais 2,20 €. Mais en dessous, il y avait marqué votre cumul est de 48,75 €. Ouais, parce qu'il y avait des années précédentes, probablement. Ouais. Voilà. Il y a du grand. C'est récent de combien de temps? Comment Ça fait combien de temps maintenant que la Sécu fait ça? D'envoyer les courriers pour faire payer, ça fait 1 an et demi, 2 ans, je dirais. D'accord. Le quoi qu'il en coûte est fini. Il faut remplir. On doit remplir les caisses. Au niveau des frais qui ne sont pas pris en charge, il faut savoir que le forfait hospitalier, si on est hospitalisé même dans le cadre d'une ALD, on doit le payer. C'est quand même 24 € par jour. Donc il ne faut pas se dire que parce qu'on a une ALD, on n'a plus besoin de complémentaire santé. Il y a Corinne qui est en train de faire la ligne. Non mais Corinne, elle doit avoir une complémentaire santé. Voilà, c'est la complémentaire santé qui le prend en charge. En fait, là où je veux en venir, c'est que c'est pas parce qu'on a une ALD qu'on n'a plus besoin d'une complémentaire santé. Ouais, donc déjà pour tous les soins qui ne sont pas liés à l'ALD, mais en plus pour la complémentaire, pour le forfait journalier, pour tout ce qui va être les frais de confort, en effet, comme je disais, la chambre seule, les dépassements d'honoraires
Et alors, on n'est pas concerné, mais les frais dentaires, les frais optiques, la base de remboursement sécurité sociale, elle est très très basse. Donc si on n'a pas de complémentaire santé derrière, même si on est pris à 100%, il restera beaucoup trop à charge. Donc il faut toujours conserver une complémentaire santé quand même. Ça reste important. Excusez-moi, juste peut-être, pourquoi on doit renouveler tout le temps la LD alors que c'est une maladie chronique non curable? Alors les gens qui perdent un bras, ils doivent aussi renouveler leur dossier pour justifier qu'ils ont toujours perdu un bras. Hein. Donc c'est l'administration française. Ok, pardon. Les personnes atteintes de trisomie renouvellent leur dossier MDPH régulièrement aussi. Hein. Des fois que ça change. On est dans l'absurde, c'est Kafka. Ça dépend sur quoi, mais il y a des choses à renouveler quand même. Voilà. Non, on peut le comprendre pour d'autres pathologies, mais pour une maladie incurable. On peut dire sur la complémentaire santé que ça vaut le coup de prévenir votre mutuelle que vous êtes en ALD, en envoyant l'attestation, parce que certaines mutuelles font un tarif dégressif. Oui. Moi, c'est ce que, enfin, du coup, j'ai un pourcentage de réduction pour ma cotisation mutuelle parce que je suis. Voilà, le fait d'être en ALD fait que la mutuelle aura moins de remboursement, on leur coûte moins cher puisqu'il y a une part sécurité sociale plus importante. Ça vaut le coup de les contacter pour leur dire attendez, je suis en ALD, est-ce que vous me faites une petite réduction? Voilà. Il y a des ristournes qui existent. Désolée. Pour le renouvellement. Pardon. Allez. Le renouvellement de la LD, c'est tous les combien de temps alors? Alors la spondylarthrite, normalement, elle est accordée pour 10 ans. Pour 10 ans. Ah, 10 ans. Oui. Alors c'est quoi ce courrier que le médecin doit envoyer? Tous les 10 ans, il doit refaire la demande. Tous les 10 ans, il doit refaire la demande. Oui. D'accord. La majorité, maintenant, c'est passé à 10 ans normalement. Si vous avez eu 5 ans, au départ, c'était 5 ans. Mais en 2000, ça fait déjà depuis 2015 que c'est passé à 10 ans. Donc, bon, vous suscitez beaucoup de questions, mais on vous laisse avancer un peu sur l'anesthésie. Moi, c'est bon, mon train, il est ce soir. Ah, non, parce que pour revenir en arrière, la partie importante aussi, j'ai fait un petit pavé sur les bons de transport, enfin les prescriptions médicales de transport. On est en ALD, donc la prescription médicale de transport, en fait, aujourd'hui, être en ALD, contrairement à une idée reçue, n'est pas suffisant. Normalement, il faut aussi avoir une incapacité physique à pouvoir se déplacer. Donc, il y a de plus en plus de médecins, et notamment d'hôpitaux, qui vont vous refuser les prescriptions de transport à partir du moment où vous pouvez conduire vous-même, par exemple. Puisque vous n'êtes pas dans la capacité de vous déplacer vous-même, la preuve, c'est que vous conduisez. Quand vous vous faites accompagner par un tiers, c'est encore autre chose. Mais si vous pouvez vous déplacer vous-même, ils peuvent vous le refuser, puisque le référentiel, aujourd'hui, dit qu'en plus de l'ALD, il ne faut pas être en capacité de se déplacer par ses propres moyens. Et est-ce que ça peut être valable pour l'éducation thérapeutique? Tout à l'heure, on en a parlé, c'est exclu? Oui. Exclu, même si c'est en lien, c'est exclu. En fait, derrière, il n'y a pas d'acte médical codifié et facturé, puisque ces projets d'éducation thérapeutique, ils sont financés directement par l'hôpital ou la structure. Il n'y a pas de facture à la CEPAM derrière. Elle dit que c'est pris en charge par la sécurité sociale, mais dans le budget global de l'hôpital, en fait, pas en termes de... Donc, c'est pour ça que c'est exclu. C'est pas un acte de soin, voilà. Derrière, il faut vraiment un acte de soin. C'est encore un peu absurde, mais bon, c'est pas le débat. Au niveau de la carte vitale, donc ça semble une évidence. Faut la mettre à jour, donc à la borne, aux pharmacies, là où vous pouvez. C'est important pour que tout simplement les professionnels de santé puissent lire vos droits et puis qu'ils vous prennent en charge correctement, notamment pour le tiers payant et ne pas vous faire avancer les frais. Voilà. Et certains médecins peuvent aussi vous demander le fameux protocole de soins que votre médecin doit vous remettre quand il vous fait la demande d'ALD, puisqu'ils sont de plus en plus regardants sur est-ce que les soins qu'ils sont en train de vous faire rentrent bien dans le cadre de l'ALD ou pas. Parce qu'avant, ils avaient tendance un petit peu à tout faire passer sur l'ALD, même des consultations pas forcément en lien avec la spondylarthrite. Et aujourd'hui, vu que c'est plus contrôlé, ils font un peu plus attention. Le vaccin grippe. Donc, globalement, on ne le reçoit pas. Il y a quelques départements où ils vont l'envoyer spontanément. Voilà. Mais la majorité des caisses primaires en France ne l'envoient pas aux personnes sous biothérapie. Et du coup, il faut tout simplement le demander à votre médecin. Voilà. Eux, ils peuvent en imprimer comme ils veulent.
Oui, alors dans le Puy-de-Dôme, on le reçoit. J'ai reçu la semaine dernière un bon pour la vaccination contre la grippe et un bon pour la vaccination contre le Covid. Si vous le voulez, je ne me fais pas vacciner, je peux vous le donner. Non, il y a ton nom et ton numéro de sécurité sociale, donc ça ne marchera pas. Pour le Covid aussi, les deux, non. Normalement, les deux sont envoyés normalement pour cette patientèle. Oui, les deux sont envoyés. Aujourd'hui, ils envoient les deux. De toute façon, toutes les patientèles ciblées, c'est les mêmes. Donc voilà. Arrêt maladie en ALD. L'arrêt maladie en ALD. Alors là, je le redis, on parle vraiment des salariés du privé. Donc je suis désolée pour les fonctionnaires, les indépendants, je ne pourrai pas trop vous aider. Quand on est en arrêt maladie pour ALD, on a le droit à 3 ans d'indemnité journalière. Quand on dit 3 ans d'indemnité journalière, ce n'est pas 3 fois 365 jours, c'est 3 ans de date à date. C'est-à-dire que si on est arrêté aujourd'hui pour la première fois pour l'ALD, 19 octobre 2024, ça nous emmène jusqu'au 18 octobre 2027, qu'on soit en arrêt de manière continue ou pas. Si vous faites 2 mois d'arrêt, 1 mois de reprise, 6 mois d'arrêt, 4 mois de reprise, ça s'arrêtera quand même au bout des 3 ans. Ça, c'est une notion qui est hyper importante parce que les gens pensent que c'est 3 fois 365 jours et ce n'est pas le cas. Les 3 ans, comme je le dis, ne sont pas forcément dus dans le sens que le service médical peut toujours estimer qu'une personne est trop malade, tout simplement, et que ça finira en invalidité, et elle peut mettre la personne en invalidité avant le terme des 3 ans. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc il faut bien se dire que ce n'est pas un droit absolu, en fait, ces 3 ans. Et il manque une phrase dans mon dernier pavé qui est un petit peu long. Pour rouvrir une période de 3 ans, il faut avoir repris 1 an sans arrêt de travail complet lié à l'ALD. Je vais montrer des cas un petit peu après derrière, mais c'est assez complexe parce que voilà, on peut avoir plus longtemps, parce qu'il y a des gens qui vont être en arrêt 6, 7, 8 mois, le temps d'équilibrer un traitement, ils vont reprendre pendant 3-4 ans. Derrière, quand ils vont de nouveau être arrêtés pour une raison ou une autre, on repart sur une nouvelle période de 3 ans. Voilà, parce que la période de 3 ans, on a eu 1 an de reprise, donc on repart à 0. Voilà. Et pareil, les indemnités journalières au niveau de la sécurité sociale, elles sont décomptées par pathologie. Donc vous avez un compteur pour votre ALD spondylarthrite. Si vous avez une autre ALD, vous avez un compteur pour l'autre ALD. Et pour la maladie ordinaire, parce qu'on peut avoir aussi une gastro, une grippe comme tout le monde, c'est encore un autre compteur d'indemnités journalières. Elles sont différenciées les unes des autres. Donc, comme je disais, quelques exemples. On a eu un arrêt complet, donc là, de presque 2 ans. Les indemnités journalières en ALD ne sont pas imposables, ça c'est à savoir. Et après, on a un nouvel arrêt complet, on n'a pas de nouveau la carence. Et l'arrêt ne sera plus indemnisé à partir du 1er février 2025 parce que la personne n'a pas repris 1 an entre ces 2 arrêts, et du coup la date de départ était au 1er février 2022, donc on s'arrête au 1er février 2025. Ça fait les 3 ans. Dans le deuxième cas, la personne elle a eu un arrêt ALD complet, donc pareil, 3 jours de carence parce que c'était le premier, pas d'imposition. Après, elle a un arrêt hors ALD qui, lui, il est classique, donc 3 jours de carence, IJ imposable. De nouveau, un nouvel arrêt en ALD complet. Là, la personne, elle avait repris plus d'1 an sans arrêt complet lié à son ALD. Donc normalement, si la CEPAM fait correctement le traitement, au 1er décembre 2024, ils ouvrent une nouvelle période de 3 ans, ils réappliquent la carence de 3 jours puisque c'est fait par période de 3 ans. Voilà. Mais ça permet de prolonger les droits plus longtemps. Ça, c'est des dossiers assez complexes. Au niveau de la CEPAM, il y a énormément d'erreurs sur les traitements là-dessus. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter parfois à relancer, insister, à ressortir ses relevés d'indemnité journalière et à bien regarder ce qui était en ALD, ce qui ne l'était pas, et à insister pour faire valoir ses droits, parce que c'est des dossiers qui sont vraiment particuliers. Et dans le cas numéro 3, voilà. La subtilité, c'est que quand je parle de cette fameuse année de reprise, je parle d'arrêt complet lié à l'ALD. Si sur l'année de reprise, on a été en partie en temps partiel thérapeutique pour l'ALD, ça compte comme de la reprise de travail. Donc ça fait partie des 1 an de reprise. Voilà. Pas très incitatif à reprendre. Au final, on est quand même... Alors après, ça dépend de ce qu'on peut avoir en invalidité, mais si vous avez que l'invalidité de la CEPAM sans prévoyance derrière, il vaut mieux réussir à maintenir son activité professionnelle. Financièrement, l'invalidité, c'est pas non plus... Voilà.
Au niveau des absences au travail, on a une autorisation quand on est en ALD, on est autorisé à s'absenter du travail, même sur les heures de travail. L'employeur, il est obligé d'accorder l'absence. Par contre, à moins que la convention collective de l'entreprise pour laquelle on travaille le prévoit, cette absence n'est pas forcément rémunérée. Donc oui, c'est normal que l'employeur, quand vous lui dites « je prends mon après-midi parce que je dois aller à l'hôpital pour ma perfusion, etc. », ils lui disent « bah oui, il faut que tu te poses un demi-congé ou il faudra que tu rattrapes tes heures ». Voilà. Qu'après, là, c'est pareil, il faut voir avec vos représentants du personnel ce qui est prévu par la convention collective. Il y a la demande, il y a quand même un système qui existe au niveau de la CPAM qui s'appelle l'ICPS, mais qui souvent est réservé aux dialyses, alors que dans les textes de loi, ce n'est pas spécialement réservé aux dialyses. Mais là, il faut arriver à se battre contre la CPAM, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, comme je disais, on indemnise en arrêt de travail que les journées entièrement non travaillées. Voilà. Il faut soit un arrêt de travail, soit un bulletin d'hospitalisation. Et si vous êtes allé chez le médecin, si vous avez travaillé le matin, vous allez chez le médecin l'après-midi, la CPAM, l'arrêt de travail, elle ne le prend en compte qu'à partir du lendemain. Au niveau des impôts, donc, comme je le disais, les IJ pour l'ALD, donc en arrêt maladie, ne sont pas imposables. Il y a quelques CPAM qui disent non, c'est qu'à partir de 6 mois d'arrêt. Ce n'est pas le cas. C'est bien dès la première IJ liée à l'ALD, elle n'est pas imposable. Donc là encore, il faut arriver à faire appel au médiateur et à lui dire mais non, c'est pas comme ça la loi. C'est pas toujours évident, hein, j'en suis bien consciente, mais voilà, faut le savoir, vos IJ pour maladie ALD, il ne faut pas les déclarer aux impôts. Une question, oui, je vous en prie. Oui, je voulais savoir ce que ça voulait dire ICPS. Indemnité compensatrice de perte de salaire. Voilà. En cas de fin de droit aux IJ, parce que ça arrive que malheureusement on y arrive, il y a plusieurs possibilités. Reprendre le travail, évidemment, quand c'est possible. On a le droit en ALD à avoir une 4e année d'indemnisation en temps partiel thérapeutique. Donc on reprend, mais en temps aménagé. Et c'est pas un droit, pareil, c'est pas un droit absolu. Il faut en faire la demande au service médical et que le service médical accepte. Donc c'est pas le jour de la fin de droit aux IJ qu'il faut s'en occuper. Il vaut mieux s'en occuper 2-3 mois avant. Et éventuellement, quand on est absolument incapable de reprendre toute activité professionnelle, même partielle, même aménagée, il y a la demande de mise en invalidité. Il se peut que le service médical le fasse de lui-même, en fait. Quand vous êtes arrêté non-stop pendant 3 ans, de manière générale, 3-4 mois avant la fin des 3 ans, le service médical, il vous convoque. Voilà. Quand ils ne le font pas, il faut vraiment suivre son dossier pour ne pas se retrouver du jour au lendemain sans ressources. Parce que c'est des démarches qui prennent du temps. Ça prend toujours au moins 2-3 mois avant d'être traité, etc. Et vous pouvez, pendant 2-3 mois, vous retrouver sans rien. Pardon, que se passe-t-il si on refuse la mise en invalidité ? S'il n'y a plus de droit aux indemnités journalières et qu'on refuse, on n'a plus d'indemnité. Voilà. S'il n'y a plus de droit aux IJ et qu'on ne veut pas être en invalidité, après, on se débrouille tout seul, quoi. Ouais. Au niveau de l'invalidité, donc il y a une condition médicale qui assez abstraite, qui dit qu'il faut qu'on ait une perte de capacité de travail de 66,6%. Ce n'est pas un taux de handicap, hein, c'est vraiment la perte de capacité à occuper son emploi, qui doit être reconnue de 2 tiers, sachant que pour autant, quand on vous accorde une invalidité 1 ou même 2, on vous dit que vous pouvez retravailler à 50, 70, 80%. Donc c'est assez subtil, c'est une notion très abstraite où on reconnaît que de toute façon aujourd'hui vous n'êtes plus capable de travailler complètement. Mais voilà, cette notion de 66,6%, elle est assez, vraiment abstraite. Je ne vois pas d'autres mots que ça. Et il faut quand même des conditions administratives, donc une condition d'âge, moins de 62 ans, avoir été au moins affilié pendant 12 mois en tant que travailleur salarié à l'assurance maladie, et avoir travaillé au moins 600 heures. Sachant que c'est les mêmes conditions que pour avoir les indemnités journalières au-delà de 6 mois. Donc en général, c'est des conditions qu'on remplit. Voilà. 600 heures, un temps plein, c'est 157 heures par mois, à peu près. Donc 600 heures en 12 mois, c'est assez réalisable. Voilà.
2030 fois le SMIC horaire. Oui, ça c'est pour les gens qui travailleraient à temps partiel mais qui auraient des gros salaires. Après, il y a des calculs sur le montant, puisque forcément, les cotisations étant un pourcentage du salaire, il y a des fois, on n'a pas les nombres d'heures, mais en termes de cotisation, on a cotisé autant que quelqu'un qui était à temps plein au SMIC. Voilà. Pardon, excuse-moi. Si on m'attribue une invalidité, ça veut dire, si je suis bien ça, que ma capacité de travail est réduite d'au moins 66%. Ça veut dire que si je veux reprendre le travail, je peux, alors bon, 66, on va jouer sur les chiffres, je peux demander à avoir accès à un travail à mi-temps uniquement. Et bien justement, non, c'est ce que je disais, c'est qu'en invalidité catégorie 1, on peut parfaitement travailler à 80%. Donc c'est pour ça que cette notion de dire perte de capacité de travail de 66,6%, elle est très abstraite parce qu'elle ne veut pas dire grand-chose en fait. Voilà. Oui, une question là. Corinne ? Alors, pas directement au sein de la CEPAM, je dirais, surtout qu'en plus, moi, je vois, par exemple, dans mon département, l'invalidité, elle n'est même pas gérée sur place, elle est gérée par un autre département, le dossier, les demandes d'invalidité. Par contre, vous avez dans toutes les CEPAM, via le 3646, vous avez accès au service social avec les assistantes sociales de la CARSAT. Et elles sont plutôt bien calées sur l'invalidité. Et pour faire les calculs de à combien de pourcents je vais reprendre avec ma pension pour éviter le cumul, pas perdre en pension, pas perdre en salaire et trouver un bon équilibre. Merci. On vous laisse poursuivre. Donc, il y a 3 catégories d'invalidité. La catégorie 1, où justement on décide que la personne est apte à quand même avoir un emploi aménagé ou un temps partiel. La catégorie 2, où normalement on n'est pas supposé travailler, mais aujourd'hui les médecins conseils acceptent que les gens travaillent. Quand c'est un refus total de travailler, ils vous le notifient. Vous pouvez avoir un médecin conseil qui vous dit « je vous accorde l'invalidité 2, par contre vous avez une interdiction stricte de travailler ». Ça peut arriver encore aujourd'hui. Voilà. Et la catégorie 3 qui concerne les personnes qui sont vraiment dépendantes pour les actes de la vie quotidienne, voilà, qui ont besoin d'une assistance pour manger, pour s'habiller, se laver, etc. Et donc c'est ce que je disais, c'était qu'il y a le Code du travail, n'interdit pas aux personnes en invalidité de travailler. Donc en fait vous avez quand même le droit de travailler, sauf interdiction stricte du médecin conseil. Pardon, attendez. Du coup, ça perd toute sa valeur, la catégorie. Si on te déclare comme ne pouvant plus travailler, mettons en catégorie 2, et que tu vas quand même travailler, entre guillemets, c'est du foutage de gueule. Ouais. C'est les incohérents. En fait, le problème de tout ce qui est invalidité, arrêt maladie, ALD, c'est qu'on a 3 codes différents. On a le code de la sécurité sociale, le code de l'action familiale et sociale avec la MDPH, et on a le code du travail. Et ils ne sont pas tous accordés les uns avec les autres, clairement. Et les codes d'invalidité, les catégories, ça va induire une différence de traitement, rémunération. De rémunération. Oui. Donc justement, voilà. Donc en pension, en catégorie 1, la pension est égale à 30% du salaire annuel moyen. En catégorie 2, c'est 50%. Et en catégorie 3, c'est aussi 50%, mais il y a une majoration pour la personne qui nous aide. Voilà. En catégorie 2, je vois 50% du salaire annuel moyen, mais si le médecin a précisé qu'il fallait absolument pas travailler. Eh bien, on a 50% du salaire annuel moyen. Voilà. Avec une éventuelle prévoyance de l'entreprise, si jamais l'entreprise avait une prévoyance. Voilà. Et s'il n'y a pas, on a 50% du salaire annuel moyen. Alors, c'est 50% du salaire annuel moyen brut, donc ça fait un peu plus que 50% du net. Voilà. Oui. C'est ça. Oui. Il y a l'ASI, il y a la MDPH, etc. Après, on va y venir, mais... Oui. Après, les interdictions strictes de travailler, c'est très, très rare. Voilà, vraiment. C'est des personnes qui sont vraiment en polypathologie assez importante. Le calcul est basé sur quoi? De 30 ou 50% du salaire? Les 10 dernières années de travail, la dernière? Alors, c'est calculé sur les 10 meilleures années de votre activité professionnelle en tant que salarié. Enfin, une bonne nouvelle.
C'est-à-dire qu'ils vont prendre votre relevé de carrière, tout simplement, et ils vont regarder les 10 meilleures années. Alors avec des coefficients de revalorisation, où là c'est un peu technique, je ne saurais pas vous les expliquer clairement, mais forcément si c'est un salaire de 2001, il va être revalorisé avec les coefficients INSEE qui sont publiés chaque année pour atteindre ce que ça représenterait aujourd'hui. Voilà. Mais c'est par rapport à votre relevé de carrière, voilà, clairement. C'est les 10 meilleures, sauf que là, c'est les 10 meilleures années. Ouais. Et pour quelqu'un qui n'aurait pas travaillé 10 ans, on ne lui rajoute pas des années à zéro. S'il a travaillé que 6 ans, on fera ses 6 années de travail. Voilà. Oui. Il n'y a pas un nom. Oui, s'il a travaillé moins que ça, on tiendra quand même compte de ça. Non, on ne lui met pas des années à zéro. À zéro. On ne sait jamais, hein, là. Il y a des montants minimum et maximum quand même au niveau de ces pensions. Voilà. Alors ça, je l'ai sorti d'Amélie.fr, hein, donc vous pouvez le retrouver directement sur Amélie.fr. Mais en pension en catégorie 1, vous voyez, même 328 €. Même en catégorie 2, ça peut être c'est minimum 328 €. On peut laisser les gens avec 328 €. Voilà. Pas la pension d'invalidité. La pension d'invalidité, ça n'a jamais été soumis aux conditions de ressources du conjoint. C'est l'AAH et l'ASI qui sont soumises, l'AAH plus maintenant, mais c'est l'allocation supplémentaire d'invalidité qui est soumise, j'en parle après. Mais la pension d'invalidité, non, c'est vraiment à vous et c'est que vos revenus à vous qui comptent. Voilà. Donc, contrairement aux IJ-ALD, la pension d'invalidité, même si elle résulte d'une ALD, c'est imposable. Voilà. À savoir. La pension d'invalidité, quand on vous l'accorde, on vous dit, voilà, vous allez avoir tant d'euros par mois. Il peut y avoir des variations, notamment si vous travaillez à côté, puisque vous allez avoir des déclarations de revenus à faire et il y a des règles de cumul qui sont un petit peu complexes, j'avoue. Et éventuellement, ça peut varier si votre état de santé évolue. Le médecin conseil peut tout à fait un jour vous convoquer parce qu'il vous avait attribué une catégorie 2. Il constate que vous travaillez régulièrement puisque vous fournissez vos déclarations de ressources. Peut-être qu'il voit que vous retravaillez à 80% ou ce genre de choses. Et à partir de là, il peut partir du principe que maintenant, vous justifiez plutôt d'une catégorie 1. Donc, il peut revenir sur sa décision et vous attribuer une catégorie 1 à la place. Là, on arrive sur des calculs très complexes. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous avoue, vous les trouvez sur Amélie, ces informations. C'est sur les règles de cumul, sachant qu'en plus, elles ont changé l'année dernière. Donc, j'en reviens aux gens qui vous disent « Oui, mais moi, quand j'ai été salarié plus en invalidité, voilà comment ça se passait. » La législation, elle évolue tous les ans. Donc, en plus, il y a ça aussi à prendre en compte. C'est que ce qui était valable il y a 5 ans n'est plus valable aujourd'hui. Voilà. Donc la différence, c'est qu'avant, ils comparaient au trimestre et en fait, maintenant, ils comparent sur 12 mois. Et ça, c'était pour ne pas pénaliser les gens qui ont un 13e mois. Parce que quand vous avez un 13e mois et que du coup, ce 13e mois, il est dans le trimestre qui est étudié, forcément, vous dépassez votre revenu moyen. Alors que si on regarde sur 12 mois et que vous aviez déjà le 13e mois avant, là, pour le coup, ça rentre dans le même, voilà, dans le même rapport, entre guillemets, les mêmes pourcentages. À savoir aussi que quand ils réduisent votre pension d'invalidité, vous ne recevez pas de courrier. Voilà. C'est-à-dire que vous faites vos déclarations sur l'honneur, la CPAM, elle calcule votre pension d'invalidité. Si ce mois-ci, vous devez avoir 200 € de moins, vous le verrez sur votre compte en banque. Mais ça s'arrête là. Voilà. Comment ? Mais pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas ça bien et pourquoi il n'y a pas de... En fait, c'est que on va partir du principe que c'est la législation. La législation, tout le monde est supposé la connaître, entre guillemets. Et donc, il ne faut pas être surpris que sa pension baisse si ses revenus ont augmenté. Voilà. Du coup, donc, les déclarations de ressources, aujourd'hui, vous pouvez les faire sur votre compte Amélie en tant que patient. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'avant, il y avait aussi des problèmes de réception. Et en fonction de votre situation, voilà, est-ce que vous avez
des revenus salariés, donc qui peuvent avoir une incidence sur la pension? Est-ce que vous avez l'ASI, dont je parlerai après? Est-ce que vous avez d'autres revenus mais qui n'ont pas d'incidence sur la pension? Ça peut arriver. Ou tous les ans, quand vraiment vous n'avez que votre pension d'invalidité. Voilà. Et évidemment, quand vous changez de situation, imaginons vous ne travaillez pas, puis là, soudainement vous reprenez un mi-temps, il ne faut pas attendre la prochaine déclaration de ressources pour signaler à la CIPAM que vous avez repris. Parce que forcément, là, vous passez à une déclaration mensuelle au lieu de tous les 6 mois, par exemple, et ça va impacter tout de suite votre pension. Et c'est mieux de s'en rendre compte tout de suite plutôt que 6 mois après, puisque après, ça vous fait des indus et des paiements à rembourser. Donc l'ASI, c'est un complément de ressources qui est sous condition. Donc il faut percevoir une pension d'invalidité. Après, il y a des conditions de ressources du foyer et il faut résider de manière stable sur le territoire français. Voilà. Et là, c'est toutes les ressources du foyer qui sont prises en compte, donc y compris celles du conjoint. Quand on arrive à 62 ans en invalidité, on passe à la retraite automatiquement, sauf si on continue à avoir une activité professionnelle. Voilà. Qu'elle soit salariée ou indépendante, là pour le coup, ça je sais. Même les indépendants auto-entrepreneurs, à partir du moment où ils dégagent un chiffre d'affaires, ça peut fonctionner pour justifier qu'on continue une activité professionnelle. Et ça, il faut le justifier 6 mois avant ses 62 ans pour pouvoir continuer à avoir sa pension d'invalidité. Sinon, ce sera automatiquement un passage à la retraite à 62 ans, avec la fin de la pension. Et c'est à vous de faire vos démarches auprès de la caisse de retraite. Ça ne va pas se faire tout seul non plus. Voilà. Alors, la MDPH, c'est encore autre chose. Ouais. Ouais. Et pas d'alerte, là encore. Hein. Il faut avoir... Il faut le savoir. Ouais. Pas d'alerte. Oui. La caisse de retraite envoie un relevé de carrière, mais la caisse de retraite, elle va... La caisse de retraite, en soi, elle ne sait pas que vous êtes en invalidité particulièrement, donc en fait, elle ne va pas vous dire à 61 ans, tiens, il serait temps de faire votre dossier de retraite, en fait. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... On le disait pour l'éducation thérapeutique, mais en fait, même pour ses droits, il faut vraiment être acteur de son dossier et se mettre ses échéances, parce que sinon, après, on peut se retrouver très vite embêté. Pour la retraite, quelle que soit la situation, tant qu'on ne fait pas de demande de mise à la retraite ou pour percevoir, on ne perçoit pas. Exactement. Si à 80 ans, on se dit, tiens, j'ai oublié de demander la retraite, c'est mort. Absolument, elle se fait Exactement. pas toute seule. Voilà. Sauf que par contre, la CEPAM, si vous n'avez pas signalé, attention, je suis encore en activité professionnelle, donc 6 mois avant vos 62 ans, ils arrêtent la pension. Ils arrêtent la pension. Elle fait ça tout seul, elle fait sauter toute seule. C'est resté à 62 ans, oui. Oui. Alors, en tant que titulaire d'une pension d'invalidité, il y a un 100% qui est lié avec, et là, ça concerne tous les soins. C'est pas comme l'ALD où c'est réservé aux soins pour la spondylarthrite. Là, même quand vous allez chez le médecin, c'est à 100%. Quand vous y allez pour une entorse, c'est à 100% aussi. Pas pour les médicaments, qui sont à 15 et 35%. Et à la différence de l'ALD, même si vous êtes en invalidité à 100%, les médecins peuvent vous faire avancer les frais. Il n'y a pas un droit obligatoire au tiers payant. Et c'est pour ça que souvent, c'est les ophtalmologues qui font payer les personnes en invalidité et les gens disent « Mais pourquoi je suis à 100% pour tout ?» Oui, mais pour autant, vous ne bénéficiez pas automatiquement du tiers payant. Voilà. Et on en revient à la nécessité d'avoir une complémentaire santé et éventuellement de négocier un contrat. C'est que même si on est à 100% pour tout, ça ne couvre pas tout ce qui est prothèse, appareillage. Ça ne couvre pas les forfaits journaliers en cas d'hospitalisation. Les soins dentaires et optiques, comme je l'avais dit, la base CEPAM, elle est très basse. Et même le 100% dentaire qu'ils ont mis en place là récemment, ça nécessite d'avoir une complémentaire santé pour en bénéficier. Donc vous ne pourrez même pas bénéficier des tarifs du 100% santé dentaire optique si vous n'avez pas de complémentaire santé. Une expérience personnelle, n'hésitez pas à marchander les dépassements d'honoraires. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai. Oui, les médecins, les dépassements d'honoraires, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, moi, quand j'étais étudiante, je me rappelle d'un médecin qui nous demandait quelle était notre activité professionnelle et en fonction, il adaptait ses dépassements d'honoraires. Il demande encore aujourd'hui les mutuelles pour savoir comment ils s'adaptent. Effectivement, c'est du sur-mesure. Oui. Mais pas toujours du tact, mais par contre. Et du coup
Oui, Et ça va passer à 60%. N'oublions pas. plein de choses qui peuvent changer dans Ouais. les années qui suivent Ouais, encore. donc la part sécu. Et en invalidité, on retrouve nos participations forfaitaires et les franchises. Hein. On y est soumis, hein. Toujours, même en invalidité. Alors, si ça peut nous rassurer, en accident de travail, on a aussi les franchises et participations forfaitaires. Hein. Il n'y a vraiment Pas que de gêne. les femmes enceintes à partir du 6e mois, les enfants, et pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Voilà. Il n'y a qu'eux qui n'ont pas les franchises et les participations forfaitaires, en fait. Sinon, Pas de tous les gêne. autres, ils les ont. Même en accident de travail, quand même. Ok, pas de jaloux. La MDPH. Donc, la MDPH, c'est un organisme qui est complètement distinct et différent de la CEPAM, et il faut être conscient que quand on parle invalidité CEPAM, ça n'a rien à voir avec l'invalidité de la MDPH. C'est deux domaines vraiment différents, et il n'y a aucun rapport entre les deux. Il y a, petite subtilité, les gens qui ont une pension d'invalidité catégorie 3 ont automatiquement le droit, sous réserve qu'ils fassent leur dossier MDPH, à la carte mobilité inclusion. Mais en fait, il n'y a que ça. C'est le seul lien qu'il y a entre les deux. Mais sinon, quand vous faites un dossier à la CEPAM, vous avez un dossier à la CEPAM, derrière, à la MDPH, il ne se passe rien si vous n'agissez pas vous-même. Voilà. Donc, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. Eux, ils évaluent l'impact de la pathologie vraiment sur tous les aspects de la vie. Tout à l'heure, on voyait bien l'invalidité, c'était est-ce que vous avez perdu votre capacité de travailler de 2/3, qui était une notion abstraite. Mais là, on va regarder l'impact de la maladie ou du handicap sur votre vie professionnelle, personnelle, sociale, votre autonomie à la maison, etc. On regarde vraiment tous les éléments. Et pour les enfants, même l'adaptation à l'école, etc. Donc, je vais revenir avant. Pour faire un dossier MDPH, il y a une partie administrative où on remplit toutes ces informations, sa situation professionnelle, etc., où on dit ce qu'on demande, puisque la MDPH peut permettre d'avoir accès à plusieurs prestations. Je vais en détailler quelques-unes. Et derrière, il y a un certificat médical à faire remplir par le médecin, voilà, qui est assez long, qui fait une dizaine de pages. Voilà, donc en fait, il suffit d'aller de taper sur Google MDPH et votre département, ça va vous emmener sur le site de votre MDPH et là, vous trouverez les formulaires. Oui. Le dossier administratif, il faut bien être conscient que c'est divisé en plusieurs parties A, B, C, D, E, F, G. Et il y a des parties qui ne nous concernent pas. Parce que par exemple, la partie de mémoire D, c'est pour tout ce qui est aménagement à l'école, pour les étudiants et les élèves. Ça, on n'a pas besoin de l'imprimer, on n'a pas besoin de le remplir. Voilà. Ben, ils sont hors la loi. Eh bien, je maintiens, ils sont hors la loi. Voilà. Donc, il y a... Oui, aujourd'hui, les MDPH, elles développent pas mal de trucs en ligne. Donc, la possibilité de déposer les dossiers en ligne et tout. Mais c'est du développement département par département. C'est-à-dire que moi, par exemple, en département, je peux envoyer en ligne, mais je n'ai pas de suivi. Alors qu'il y a des MDPH, aujourd'hui, vous pouvez même créer un compte en ligne et suivre votre demande, par exemple. Voilà. C'est vraiment c'est du développement indépendant dans chaque département. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous êtes hospitalisé, parce que je l'ai fait pour quelqu'un qui était hospitalisé, l'assistante sociale de l'hôpital peut aider à remplir le dossier. Oui, toujours. Les assistantes sociales, globalement, c'est une grande aide. Hein. Comme je disais, que ce soit celle de la CARSAT, que ce soit celle des hôpitaux, etc., elles sont quand même plutôt au point sur toutes ces démarches. Il ne faut pas hésiter à leur demander. Assistante sociale, ce n'est pas que demander des aides ou avoir des bons pour la nourriture ou quoi que ce soit. Elles nous aident vraiment sur les démarches. La chose qu'on demande en général en premier, quand on a une spondylarthrite à la MDPH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui nous permet en fait d'avoir des aménagements de poste de travail. C'est-à-dire que dans mon exemple, moi, du fait que je suis en RQTH, je peux être en 100% télétravail, j'ai un fauteuil ergonomique, j'ai une souris plate, j'ai des aménagements d'horaire.
Voilà, et tout ça, c'est grâce en fait à la RQTH, puisque derrière, ils sont en lien avec l'AGFIP. Alors, je crois que ça a changé de nom récemment, mais je ne me rappelle plus le nouveau nom. Et du coup, ça leur permet d'avoir des aides financières pour financer tout ce matériel-là. Voilà. Et les entreprises ont une obligation, normalement, d'employer 6% de personnes qui ont une RQTH. Normalement. En fait, les employeurs se font tout un monde du handicap en entreprise. Et au final, parfois, déjà, on n'est pas obligé de le dire à un entretien d'embauche ou sur son CV, qu'on a la RQTH, c'est pas du tout obligatoire. Et après, derrière, si on le dit, parfois, il suffit tout simplement de dédramatiser les choses en disant « Oui, je suis travailleur handicapé, mais moi, mon besoin, c'est juste un fauteuil ergonomique, j'ai juste besoin le midi d'avoir 2 heures de pause au lieu d'1 ou ce genre de choses. » Voilà. Il y a des fois, en fait, ils se font tout un monde de ça, mais parfois, on n'a pas besoin de beaucoup d'aménagements en fonction du métier qu'on va faire. Et du coup, voilà. Après, les entreprises, c'est vraiment... ça dépend vraiment de leur politique là-dessus, et ça, on ne peut pas intervenir dessus. Oui. Ah bah oui. Ah bah faudra faire ces 8 heures de travail, en effet. Voilà. Quand même. Oui. C'est pas un cadeau de... Oui. On finira plus tard que les autres, en effet. C'est pas cadeau, oui. La MDPH, c'est aussi l'organisme qui attribue les cartes mobilité inclusion. Donc il y en a 3. Il y a la priorité qui permet tout simplement d'être prioritaire dans toutes les files d'attente de tous les lieux qui reçoivent du public. C'est-à-dire que ce soit à la boulangerie, à McDo, au cinéma... Oui, c'est vrai, c'est pas bon pour le microbiote. Faut prendre la salade de McDo. Ou que vous alliez, même à Disneyland, du coup, ça permet d'éviter de faire les files d'attente, puisque en fait, ça correspond plus ou moins à l'ancienne carte station debout pénible. Voilà. Ça marche aussi pour le péage ou pas? Non, il faut prendre le télépéage. Non, il faut la demander. En fait, dans le dossier administratif de la MDPH, dans la section E, c'est là où vous dites qu'est-ce que vous demandez. Est-ce que vous demandez la carte mobilité inclusion? Est-ce que vous demandez la RQTH? Est-ce que vous demandez la PCH? Est-ce que vous demandez qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce que vous demandez? Et c'est possible de cocher plusieurs choses, tout à fait. Oui. On ne fait pas un dossier par demande. Non, non, il y a la liste et on coche les cases de ce qu'on a besoin. Après, il y a la carte mobilité inclusion mention invalidité pour des handicaps de plus de 80%. Et au passage, c'est la seule carte qui permet de cocher la petite case sur les impôts, comme quoi on est en situation d'invalidité et qu'on a une demi-part supplémentaire. Voilà. La carte de priorité ne le permet pas. Ni le fait d'avoir une pension d'invalidité de la CEPAM. Et après, donc, il y a la carte de mobilité inclusion stationnement, qui est la carte qui permet d'utiliser les places handicapées. Et toutes les autres places, tout à fait. Voilà. À noter aussi, d'ailleurs, en parlant de toutes les autres places, c'est que si vous vous garez là, boulevard Jourdran, dans la rue, vous ne payez pas le parc-mètre, avec une carte de mobilité stationnement. Mais attention, attention, parce qu'aujourd'hui, avec leur fameuse histoire de c'est les voitures qui passent et qui verbalisent, souvent il faut s'enregistrer dans les villes. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais en fait là, c'est les villes qui ne respectent pas la loi. Ils en ont parlé récemment à l'Assemblée et au Conseil d'État, parce qu'ils ont dit, en fait, il y a un vrai problème, c'est que normalement, nous, à Tours, ils le font. C'est-à-dire que c'est la voiture qui passe, et quand ils détectent une voiture à verbaliser, les agents, ils sortent et ils vont vérifier est-ce qu'il y a une carte mobilité inclusion, est-ce que ce n'est pas une erreur du système, que finalement, la personne, elle a bien payé, etc. Mais à Paris, ils ne le font pas, clairement. Voilà. Mais en soi, normalement, on n'a pas à s'enregistrer. Il y a 36 000 communes, quelque chose comme ça en France. Si on doit s'enregistrer dans 36 000 communes... C'est impossible. Voilà. Voilà. Donc il faut faire attention, en effet. Mais sur les sites des villes, en général, c'est expliqué, hein, les procédures à faire. Bon, il faut... Ouais. Donc la MDPH, c'est l'organisme qui peut aussi vous attribuer l'allocation adulte handicapé.
Donc là, il y a des conditions, hein, il faut être reconnu avec un certain taux de handicap, avoir des restrictions dans l'emploi, etc. C'est la MDPH qui dit oui ou non, et c'est la CAF qui verse l'allocation adulte handicapé. Et c'est cette prestation-là qui avant était soumise aux conditions de revenus du conjoint, et que maintenant, ce n'est plus le cas. Ça avait fait beaucoup de bruit. Mais au moins quelque chose qui a pu évoluer favorablement grâce à la mobilisation. Hein. Et à savoir, donc l'AH, comme je disais, c'est un minima social, ce qui fait que la CAF vous demandera toujours au préalable de faire une demande d'invalidité et d'allocation supplémentaire d'invalidité, puisque ça, c'est des droits que vous avez acquis par vos cotisations, et donc c'est prioritaire par rapport à un minima social. Voilà. Mais pour autant, ça ne suspend pas le paiement de l'AH, parce que l'ASI, pour vous donner un ordre d'idée, les délais d'instruction des demandes sont de plus d'1 an, globalement, en moyenne. Voilà. Donc s'ils attendent 1 an pour vous verser l'AH, ça peut vous mettre en difficulté. Voilà. Alors les dossiers de MDPH, ça peut être très très long, en effet. En région parisienne, c'est 1 an. Je ne sais plus où c'est, dans le sud-ouest, c'est 18 mois. Moi, chez moi, c'est 4 mois. Voilà, c'est totalement aléatoire, mais c'est comme les CEPAM. Hein. En arrêt maladie, il y a des CEPAM, vous êtes payé en 3 semaines, il y en a d'autres, vous êtes payé au bout de 6 mois. Vous avez un congé maternité, vous avez repris le travail et hop, vous le percevez. Hein. Voilà, ça c'est... Voilà, donc en résumé, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à vraiment contacter la totalité des organismes. Il y en a que je n'ai pas trop détaillé, mais j'en ai parlé. La caisse de prévoyance de votre entreprise. Souvent, quand vous avez des contrats de complémentaire santé, il y a une prévoyance qui va avec, soit pour compléter l'invalidité, soit pour compléter des indemnités journalières, ou même parfois pour vous attribuer des heures de ménage pendant un certain temps ou des aides, quand vous êtes hospitalisé, etc. Si vous êtes en invalidité, banque, organisme de crédit, parce que souvent, c'est prévu qu'il y ait une prise en charge de vos crédits. Voilà. Donc la CAF, comme je disais, surtout aussi, en effet, la CAF, quand vous êtes en arrêt maladie, le fait d'être en arrêt maladie ALD, ils prennent en partie, seulement une partie des indemnités journalières en compte pour calculer vos droits, par exemple. Donc ça peut augmenter vos droits pour les autres prestations. La retraite, comme je l'ai dit. Alors, je n'ai pas parlé de la retraite anticipée en cas de handicap, c'est différent de la retraite à 62 ans. Et la retraite anticipée en cas de handicap, c'est quelque chose qui est assez complexe. Donc, il faut voir avec la caisse de retraite les conditions. Voilà. Cap emploi, c'est quand on est RQTH ou qu'on est en invalidité, on a accès à Cap emploi qui nous permet, en fait, qui nous accompagne pour trouver des postes, normalement, dans des entreprises qui sont conscientes qu'elles vont employer des gens en situation de handicap. Ah bah, ça fera partie des 6% qui doivent... tout à fait. Voilà. Et donc la MDPH, donc très important. Et dans certaines CAF, il faut savoir que si vous êtes en ALD et que vous avez des enfants à charge, vous pouvez avoir des aides financières pour une aide ménagère. Voilà. C'est pas partout, mais parfois il faut taper un petit peu à toutes les portes, conseil départemental, conseil régional, l'ADMR. Eux, ils sont au courant de ce à quoi vous avez le droit. Voilà. Les réductions d'impôts ? Alors, parce que quand vous employez une aide ménagère à domicile, en fait, vous avez 50% en crédit d'impôt. Oui, ça c'est pour tout le monde. Ouais, c'est pour tout le monde. Ouais. Mais c'est cumulable avec... avant ou déclarer CESU ou que vous embauchiez quelqu'un par une entreprise. Voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, ma CAF, l'ADMR, en fait, il m'envoie une aide ménagère 2 heures par semaine. J'ai une participation financière en fonction de mon quotient familial. Donc déjà, je paye que 9 € de l'heure, à peu près. Et sur ces 9 € de l'heure, bah, je les déclare aux impôts. Donc j'ai 50% en crédit d'impôt. Donc au final, je paye 4,50 € de l'heure. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Parce que la MDPH, vous pouvez demander, j'en ai pas parlé parce que c'est très complexe, c'est la PCH, la prestation compensatoire du handicap, mais qui peut servir à beaucoup de choses. Ça peut être à la fois pour payer des aménagements du véhicule, payer du matériel qui n'est pas remboursé. Ça peut être aussi pour les aidants familiaux, une indemnisation pour les aidants familiaux, mais ça ne peut pas payer une aide ménagère. Voilà. Si vous faites une demande de PCH pour payer une femme de ménage, ils vous diront non. Allez, une dernière. Je crois qu'il y avait une question, mais pour que la MDPH
regarde si vous avez droit à une PCH. Est-ce qu'il faut qu'ils aient attribué un taux à 80% ou pas? À un Non. moment, je crois que c'était ça. Mais... Non, moi j'ai la PCH aidant familial par exemple pour mon mari et je suis pas, je l'ai eu avant d'être reconnue à 80%. La PCH, il n'y a pas forcément de taux de 80%, ça dépend ce qui est demandé en fait. Voilà. Ah oui, une autre question? Moi, je voulais juste ajouter qu'il y a des mutuelles qui versent ce qu'on appelle une allocation handicap. Moi, je suis à la MGEN, personnellement, je ne connaissais pas. J'ai dû vraiment aller à la pêche aux informations et c'est quand même à peu près 87 € par trimestre. Et le but, c'est d'aider justement pour tous les dépassements qu'on a liés aux frais d'examen, les IRM, les scanners, enfin tout ce qu'on fait. C'est l'équivalent régulièrement. des prévoyances en fait pour nous, du coup ce que vous avez par la MGEN, c'est l'équivalent des prévoyances pour les salariés privés en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment toujours contacter la prévoyance. Voilà, ou même son service RH, parfois ils ont une notice avec toute une plaquette de quelles aides vous pouvez avoir, etc., à la découverte d'une maladie, une hospitalisation, et voilà. Oui. Allez, une dernière question. En fait, il faut vraiment être acteur et vraiment se renseigner parce que les informations, elles ne vont pas venir à vous. Alors, c'est pas trop une question, c'est juste une expérience par rapport aux banques et organismes de crédit. Alors, la charge des crédits pour les assurances, ok, à condition que vous n'ayez pas avant, lorsque vous faites un emprunt, que vous ne leur ayez pas dit que moi j'ai fait l'erreur. Et si jamais je deviens oui, c'est selon plus les conditions du handicapée, contrat. enfin que vraiment je suis obligée d'arrêter mon activité salariée à cause de ça, et bien, ils ne me les prendront pas en charge. Oui, en fait, Voilà. c'est vrai que quand vous faites un crédit, parfois il y a un questionnaire de santé. Et en effet, si vous êtes déjà en ALD et que vous signalez que vous avez une spondylarthrite, souvent ils vont vous dire tout ce qui est lié à la spondylarthrite et ses conséquences, ce ne sera pas pris en charge. Exactement. Voilà. Oui. Oui, non, mais c'est vrai, c'est... Derrière, même me répondre individuellement. Oui, allez. Comment? Oui, Ouais. oui, il y a des courtiers qui veulent... Allez. Il y a assurance tout risque. Juste, je m'arrête là. J'ai juste après une question personnelle que je lui poserai après, mais je voudrais. D'accord. Oui, alors une petite dernière, la vraie dernière. Quand on est à la retraite, donc à 62 ans par l'invalidité, est-ce que on n'a plus droit à aucune autre des aides ou est-ce qu'il y a des aides qui restent quand même? Alors, la PCH, ça peut être versé même pour les personnes en retraite. Je sais que l'AAH, il y a des conditions. Par rapport au maintien de l'AAH, il y a des conditions, en effet, à la retraite. Et là, je ne saurais pas vous les expliquer, mais il y a des conditions. On peut perdre l'AAH dans certains cas, par exemple. Oui. Très bien. Bon, je crois que vous avez été extrêmement complète. Peut-être que vous aurez encore des questions. On l'applaudit. Hein. Les patients experts, en plus à la CPM, un immense merci. Hein, et quelle expertise de ces questions, c'est impressionnant, hein, de la formation.